La biomécanique de la marche. Alors, donc, on va commencer par cette petite phrase. Hein. La marche, c'est le début de la vie, hein, le début de la dépendance. Bien souvent, la perte de celle-ci va engendrer bien souvent la fin de la vie. Hein. Malheureusement, hein, l'autonomie est hyper importante dans la marche, on peut le voir avec nos aînés, hein, et on peut le voir que dès que la marche est perdue, bien souvent le décès n'est pas loin. Alors la marche, dans le temps, depuis que l'homme, comme disait Fernand tout à l'heure, hein, c'est marrant, mais on a fait une interaction, c'est pas du tout concerté hein, là-dessus, mais l'homme, depuis qu'il est en station érigée, en fin de compte, il a réussi à conquérir le monde en étant debout. Hein, ça lui permet de voir d'autres horizons et de pouvoir aller un petit peu plus loin grâce à cette marche. Et on peut souligner les Romains, notamment les légionnaires romains ou les grognards de Napoléon, qui étaient capables de faire des marches de 500 km en très peu de temps avant de livrer bataille. Et alors moi j'aime bien cette phrase de Napoléon, hein, en tant qu'ancien militaire. C'est normal, hein. Le meilleur soldat n'est pas tant celui qui se bat, mais c'est celui qui marche. Donc ça voulait déjà tout dire. Et puis cette conquête, elle a continué, hein, plus sur notre planète, mais sur la Lune. Avec Neil Armstrong, qu'est-ce qu'il a fait la première fois qu'il est arrivé sur... il a posé le pied, il a marché. Et la fois où on ira sur Mars, qu'est-ce qu'on fera? On marchera. Donc, on doit cette analyse à la marche. Il y avait Léonard de Vinci qui avait commencé à essayer de décrire un petit peu comment l'homme déambulait. Et en fin de compte, il a fallu attendre dans les années 1882, Étienne Jules Marais, hein, qui était médecin physiologiste et surtout inventeur, il a inventé le canon à images, le canon photographe, où il a pu commencer à faire des séquences et on a pu apprendre comment marcher l'homme. Alors la définition de la marche, c'est une suite de mouvements cycliques et symétriques, hein, d'alternance d'appui au sol et des oscillations. Donc le pas, quelques petites définitions, hein, c'est la distance qui sépare le pied droit et le pied gauche pendant la marche. Généralement c'est écarté de 60 à 90 cm. Alors on parle de sujets adultes sains. C'est bon ? L'enjambé, c'est la distance parcourue entre deux appuis successifs, donc c'est 2 pas. On aura la cadence de marche, c'est le nombre de pas par minute. Généralement, on est entre 90 et 130, c'est des moyennes. Alors, pour se rendre compte de la cadence, on va prendre une femme qui est pressée le matin avec son enfant. Ils vont marcher à la même vitesse, Chantal, avec son fils qui va à la crèche. Ils vont marcher à la même vitesse, sauf que la cadence ne sera pas la même. D'accord, l'enfant, il fera beaucoup plus de pas que sa maman. La vitesse de déplacement, c'est la vitesse globale du sujet par rapport au temps. Donc si on prend sur une heure une distance, quelqu'un qui marche à 2 km/h, il fera beaucoup moins de distance qu'un sujet qui marche à 6 km/h. Ça, c'est pas compliqué à savoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, l'homme marche aux alentours de 4 km/h. Quand vous faites des analyses sur tapis de marche, on est à 2,5 km/h, voire 3 km/h. Pour les gens, ça paraît énorme parce qu'ils voient la vitesse. Et en fin de compte, non. Si vous demandez à un sujet de marcher, il va dans les alentours de 4 km/h. 6 km/h, c'est déjà un bon marcheur. Je ne parle pas de la marche sportive, hein, où ils peuvent atteindre 16 km/h. C'est énorme. L'angle du pas, ou l'angle de Fick, hein, qu'on appelle en podologie, environ 15 degrés. Et ça répond un petit peu tout à l'heure à la question que disait Fernand, hein, pourquoi on positionnait les pieds légèrement écartés, parce que c'est l'angle de Fick, l'angle de pas qui est de 15 degrés, donc ça vous donne, quand vous êtes en position orthostatique, en fait c'est l'axe du calcanéum. Voilà, ouais, tout à fait, oui. Avec l'axe d'Encke, hein, qui est parallèle à l'angle de marche, qui permet de faire des mouvements d'inversion et d'éversion. Et ensuite, on va avoir la largeur du pas par rapport à la ligne de progression, généralement, qui est de 6 cm. Donc on parlera d'un angle de pas positif, lorsqu'on est en-delà vers l'extérieur de la ligne de progression, et on parlera d'une marche en rotation interne, lorsque le pied va vers l'intérieur.
D'accord? Et généralement, on dit neutre lorsque le pied est parallèle à la ligne de marche. Le pas initial, très important. Alors, on parle souvent de la marche, du cycle de marche, on oublie le premier pas, c'est le pas initial. Le premier, c'est un mouvement très important et on comprend parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher dû à ce problème de pas initial. C'est-à-dire que la première phase que vous allez faire avant de marcher, c'est de faire un transfert du poids du corps sur un membre pour pouvoir soulager. Là, en l'occurrence, c'est le pied droit qui va être soulagé, le membre inférieur droit, et on va basculer sur la gauche pour soulager, pour faire en deuxième temps une avancée, une flexion de hanche, flexion de genou et flexion de cheville pour pouvoir faire une chute contrôlée vers l'avant et commencer le cycle de marche. Donc on comprend des fois la difficulté des transferts en milieu hospitalier, parce que une hanche douloureuse peut réduire la marche, même ne pas pouvoir rentrer dans un cycle de marche. Donc le cycle de marche, c'est l'appui du talon d'un membre à l'appui du talon du même membre. En fin de compte, c'est ni plus ni moins qu'une enjambée. Généralement, on a entre 0,9 et 1 seconde 30 lors de cette phase. Et cette description nous donne, en fin de compte, le cycle qui va durer une phase à 60%, une phase d'appui, et 40% une phase d'oscillation. Dans la phase d'appui, on va avoir un double appui de réception, et on va avoir, qui est ici, et on va avoir un double appui de propulsion, une phase unipodale, et une phase d'oscillation où le membre contralatéral va venir en appui, et la jambe va aller en avant, et on va recommencer ce cycle indéfiniment, jusqu'à temps que les réserves puissent le permettre. Donc le double appui de réception, dans le plan sagittal, on va avoir donc une réception au niveau talon, la cheville est environ à 90 degrés, flexion du genou, flexion de hanche, absorption de l'énergie cinétique. Le pied ensuite va se rabattre, et la hanche et le genou vont continuer à fléchir. Là, on absorbe complètement l'énergie. Je disais tout à l'heure pour la chaussure, là c'est pareil, on va avoir un travail excentrique au niveau des muscles, notamment du tibial antérieur, qui va venir freiner. Dans le plan frontal, on va avoir le tronc qui va basculer vers le membre avant, donc on a fait cette chute, et tout le poids du corps va sur ce membre. Dans le double appui de réception, toujours pareil dans le plan horizontal, on va avoir la ceinture pelvienne qui va être en avant, et on va avoir la ceinture scapulaire qui va être en arrière. Donc on a une giration des deux ceintures, avec une sollicitation au niveau de la colonne vertébrale. On passe à l'appui unilatéral ou unipodal. Le pied est posé au sol, la mortaise, la talocrurale, j'ai fait exprès, la talocrurale va venir se fermer. On va avoir une extension de genou, extension de hanche, avec la contraction des fessiers et le muscle quadriceps. Le centre de gravité va progressivement passer vers l'avant et le membre contralatéral est en oscillation. Donc on va finir avec un double appui de réception dans le membre contralatéral. Dans l'appui unilatéral, dans le plan frontal, on va avoir une hanche qui suit un mouvement latéral d'adduction et ensuite d'abduction. D'accord? D'adduction et ensuite d'abduction. Dans le plan horizontal, les ceintures scapulaires, elles vont être équilibrées à la même hauteur pour ensuite repartir dans le sens inverse. Ensuite, on passe à la phase dite de propulsion, avec le double appui de propulsion. Donc là, on va avoir toute la chaîne postérieure qui va être mise en tension, le triceps sural qui va commencer à se tendre et va donner une impulsion au niveau du talon pour décoller le talon. Donc c'est un muscle très puissant avec le solaire, les gastronémiens et solaires. Et on va avoir une extension de hanche. Donc le membre arrière propulse et propulseur, la hanche et le genou et la cheville s'étendent. Dans le plan frontal, on va avoir un déplacement latéral vers le membre receveur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le double appui de réception, c'est la même chose.
Et les ceintures scapulaires, là, elles sont inversées. C'est-à-dire que la ceinture pelvienne, elle va être en arrière et la ceinture scapulaire est en avant. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir une rotation externe de la hanche et du pied. Je rappelle, pour les étudiants, que le pas se finit sur la pulpe du gros orteil de l'hallux et qu'il y a une rotation. La période oscillante, eh bien, en fin de compte, c'est ni plus ni moins que le membre qui était porteur, il va revenir vers l'avant, d'accord, en faisant une phase un petit peu comme un pendule pour aller reprendre un double appui de réception. Donc le genou et la hanche sont légèrement fléchis et la cheville, elle est au neutre. Dans le plan frontal, là on va voir les épiniliaques qui vont être légèrement abaissés et la ceinture scapulaire va essayer de compenser. Ça c'est typique de la boiterie de Trélembourg, hein, où le moyen fessier ne fait pas son action et on va vraiment obligé de compenser. Donc on va avoir tout le corps qui va basculer d'un côté pour compenser ce moyen fessier qui n'est pas actif. Ça pose problème d'ailleurs. Dans la période oscillante, dans le plan horizontal, là c'est pareil que tout à l'heure, dans le plan unipodal, c'est-à-dire que les ceintures vont s'annuler, puis ensuite vont repartir dans le sens inverse. Donc ce qui nous donne des mouvements de torsion au niveau bassin et épaules qui sont assez importantes, c'est-à-dire que cette ceinture scapulaire et cette ceinture pelvienne sont constamment en giration autour d'un axe, la colonne vertébrale. Et ce fait de faire ces rotations vont constamment solliciter les vertèbres entre T7, T8 et certaines littératures disent T9, donc dans cette région-là. Donc on comprend bien que lorsque vous faites l'analyse de la marche chez vos patients, il est important, certes, de regarder les pieds, mais le plus important, c'est de regarder les épaules, le balancement des épaules. Et moi, ça m'arrive en consultation de voir que le patient a du mal à balancer les bras. On va regarder au niveau de T8, T7, T9, vous regardez, ça peut être un point douloureux, on peut avoir un blocage. Donc là, on peut rediriger son patient vers un ostéo ou un kiné pour faire peut-être une manipulation ou libérer une contrainte mécanique. Le mouvement du bassin, donc, qui est surtout maintenu par le petit et moyen fessier et le tenseur du fascia latin, qui ont un rôle très important dans cet équilibre de bassin. On va avoir des bascules de droite et gauche et des mouvements dentés de rétroversion du bassin. Le bassin va être sollicité dans les trois plans de l'espace, donc dans le plan frontal, dans le plan sagittal et surtout dans le plan transversal aussi. Il bouge, il est très mobile. Mouvement global du corps lors de la marche, on comprend que lorsqu'on est en appui unipodal, on va être désaxé par rapport à la ligne de marche, on va être haut, donc pas très stable, à l'inverse que lorsqu'on est en double appui de réception ou de propulsion, on est bas et centré et beaucoup plus stable. Le déroulement du pas lors de la marche, elle a trois phases, la phase taligrade, plantigrade et digitigrade. Ici, on est dans le double appui de réception, le talon touche le sol, tout de suite le pied se rabat, on va avoir un contact du premier et du cinquième méta, et ensuite le pied va venir commencer à se poser, la peau névrose va se tendre, on va avoir un phénomène, ce qu'on appelle le phénomène de Schwartz, c'est la pronosupination, avec le spring ligament, enfin le talon naviculaire qui va faire son rôle de ressort pour pouvoir ensuite donner une impulsion avec la contraction du triceps sural qui va décoller le talon et on va finir sur une rotation de l'hallux sur la pulpe. C'est la description de la marche pour un podologiste ou un podologue, je parle de podo en général, est hyper importante. Il faut vraiment bien l'intégrer lorsque vous voulez faire de la consultation podologique, c'est primordial. Il faut vraiment être capable de bien analyser la marche et d'être capable de dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a 4 pivots ensuite au niveau du pied. Premier pivot, c'est l'attaque du talon. Ensuite, on va avoir l'attaque crurale au niveau de la cheville, la flexion des MP et ensuite la rotation sur l'hallux. La fonction du pied, il y en a 3. Freinage, absorption d'énergie cinétique lors de la réception au sol. On va avoir une phase de stabilisation, c'est la phase unipodale. Et on va avoir une propulsion, restitution de l'énergie cinétique. Et il faut bien le comprendre. Lorsqu'on fait une analyse à la marche sur plateforme baropodométrique ou plateforme de force, c'est qu'on va avoir
un M dit de physiologique de cette force Z, c'est la force verticale. Hein. Cette force va être à une hauteur de généralement entre 110 et 120% du poids de corps. Elle va diminuer pour être en phase plantigrade à 80% du poids du corps, pour ensuite repasser à 120% du poids de corps. Donc on voit bien, entre la courbe du début et de la fin, en phase talligrade et plantigrade, il y a bien cette restitution d'énergie qui est très importante. Et on voit bien cette phase où le membre contralatéral d'oscillation a fait une lévitation du corps avec ce mouvement de pendule, ce qui nous donne que 80% du poids de corps. Alors c'est pour ça que lorsque vous faites votre analyse, hein, que ce soit sportif ou si vous mettez des éléments, on peut avoir des pertes de propulsion ou des pertes de réception chez un sujet. Je prends le cas de la sorbotane, vous vous amuserez à le faire. Si vous mettez du sorbotane, on va avoir le pic qui va énormément diminuer, mais le pic de propulsion, lui aussi, il va s'effondrer. La personne va vous dire, tiens, je cours avec ça, et je ne comprends pas, j'ai des douleurs du tibial antérieur, du triceps sural, et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette énergie qui devrait être restituée est absorbée. Donc le patient est obligé de faire beaucoup plus d'efforts, donc consommation encore plus importante au niveau énergétique. C'est comme s'il courait dans le sable. Donc attention à ce que vous mettez sous le pied. Le système amortisseur du pied, eh bien, on en a plusieurs. On a le capiton plantaire, l'articulation, les ménisques, le liquide synovial, les muscles, les ligaments et surtout les os. Comme je disais tout à l'heure, hein, les os vont absorber une certaine partie. Si le choc est trop important, eh bien, cette énergie va créer une fracture. Et si cette énergie est un peu trop souvent, on va créer une fracture de fatigue, des contraintes de fracture de fatigue. Alors pourquoi absorber cette énergie? En fin de compte, l'impact au sol, 120% du poids de corps. Hein. Donc si quelqu'un pèse 100 kg, 120 kg, pourquoi être absorbé? En fin de compte, le cerveau baigne dans un liquide céphalo-rachidien, et cette onde de choc, il faut absolument qu'elle soit diminuée pour éviter tout mouvement, perturbation, vibration au niveau du cerveau. Donc c'est pour ça que l'absorption mécanique, musculaire, ligamentaire, synoviale, joue un rôle important dans l'absorption d'énergie. Ensuite, je vous ai parlé du phénomène de Schwartz, hein, c'est cette fameuse pronosupination avec le spring ligament, le ligament ressort, hein, le ligament glénoïdien aussi, il a plusieurs noms. Je rappelle qu'on a un valgus physiologique de 5 degrés, donc on a une tendance déjà valgisante. On a cette aponévrose plantaire qui joue un rôle important, hein, c'est un tissu qui est quasiment inextensible. Lorsque le pied est relâché, et ben, cette aponévrose elle est détendue. A l'inverse, lorsque vous vous mettez en charge, le pied va s'allonger et l'aponévrose va se tendre. Donc on prend mieux un petit peu la pathologie de l'épine calcanéenne ou l'aponévrosite plantaire, hein, ou la myoaponévrosite plantaire, des problèmes qu'on va avoir dus à cette tension de l'aponévrose. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est ces deux temps, et je reviens là-dessus. C'est le premier temps, le talon touche le sol, le calcanéum est fixe. Ensuite, on va avoir un glissement des têtes méta vers l'avant, tension de l'aponévrose. Deuxième temps, ce phénomène de Schwartz, pronosupination, qui va accentuer cette tension au niveau de l'aponévrose et au niveau du spring ligament. Une fois que tout est tendu, les têtes métatarsiennes vont rester fixes et c'est l'arrière qui va bouger avec le triceps sural. Ça, c'est bien décomposer ces mouvements-là et on comprend ces problèmes de tension au niveau de l'aponévrose. Alors dans la phase unipodale, on a la stabilisation. Deux muscles très importants. On a le long fibulaire avec son frère, le court fibulaire, hein, mais le long fibulaire qui vient sous le cunéiforme médial et sur le premier méta, qui passe en rétromalléolaire, avec le tibial postérieur qui lui est médial, qui passe en rétromalléolaire, qui vient plaquer le talus au niveau du pied, et qui passe ensuite en insertion
sous le cunéiforme médial, sous le calcanéum, sous le cuboïde, et sous les cunéiformes et sous les têtes métal. Il est vraiment, c'est comme une araignée. Et ils viennent s'imbriquer sous le pied pour former une résultante, une force qui va faire comme un pont, qui va faire élever et qui permet de stabiliser et soulever le pied. Bien sûr, on va avoir un aubanage de chaque côté qui va me maintenir. Et là, lorsqu'on voit qu'on a un tibial postérieur qui n'est pas très efficace, et on aura une tendance valgisante. Et à l'inverse, si on a un long fibulaire et un court fibulaire qui ne sont pas très actifs, et on aura une tendance varisante. Alors on a un phénomène un petit peu de marionnette, avec le troisième muscle qui vient se greffer là, c'est le tibial antérieur, où on va vraiment avoir une direction au niveau du pied, dans différents points de l'espace. Au niveau de la propulsion, on a le système suro-achilléo-calcanéo-plantaire qui est très important, intimement lié, on en a parlé plusieurs fois, qui lui va, avec le triceps sural, va être vraiment déclencheur de la phase de propulsion. Mais il reste un muscle qui a un rôle très important, et on peut le voir dans les troubles de propulsion au niveau de l'hallux valgus, c'est le long fléchisseur de l'hallux, qui vient s'insérer sur la phalange distale, qui lui passe derrière le talus et qui vient lui plaquer. Et on s'aperçoit que son insertion est sur le fibulaire, sur la fibula, pardon. Et donc, comme son insertion est sur la fibula, il a un rôle aussi dans la pince bimalléolaire. Et on s'aperçoit qu'une perte de tonicité de l'hallux, notamment dans l'hallux valgus, on va voir un défaut au niveau de stabilité de la cheville. Donc ce long fibulaire a un rôle extrêmement important. Et lorsque la marche, on est dans la phase de propulsion, dans la phase digitigrade, il va y avoir un autre muscle qui va être le long fléchisseur des orteils, qui va finir le travail, qui va vraiment venir agripper les orteils au sol pour pouvoir propulser. Donc on va avoir une entrée et une sortie au niveau du pied, d'appui du pied, on va avoir une entrée au niveau postéro-externe, le calcanéum, qui est tout à fait physiologique, donc l'usure est physiologique sur la chaussure en postéro-externe, et l'usure est tout à fait normale au niveau de l'hallux, parce qu'on va avoir une sortie avec une rotation sur la pulpe. Et surtout, on va avoir une zone où on va avoir une contrainte mécanique, c'est sur la zone du deuxième et troisième état. Ce qui nous donne cette petite gravure du faux épilu qui est très bien faite, avec une zone d'amortissement au niveau du talon et au niveau des têtes métal, comme je vous disais, le pied se rabat. Ensuite, on va avoir une zone de propulsion au niveau de l'hallux et sur le bord médial, et surtout une zone de pivot au niveau du deuxième et de l'hallux. Alors les muscles hors de la marche, on pourrait refaire aussi un débat là-dessus. Tous les muscles sont importants, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un travail excentrique, concentrique et isométrique des muscles. Mais il faut surtout souligner les plus importants, entre guillemets. C'est surtout le moyen et le petit fessier qui sont stabilisateurs lors de la marche. Je suis vraiment désolé pour les femmes qui veulent travailler le grand fessier pour l'été lors de la marche. Ben non, il ne fonctionne, il rentre qu'en action, certes, dans l'extension de hanche, mais c'est minime. Il va rentrer en action lorsqu'on va avoir des plans équitanés ou quand on va avoir des descentes. Donc si vous voulez avoir un corps de rêve, faites de la descente ou faites de la montée et le grand fessier travaillera. Ensuite, on va avoir les muscles releveurs de pied, qui est important, c'est le long et fibulaire et le tibial antérieur. Ça, c'est des muscles, dès qu'ils sont lésés, par exemple une lésion du nerf SPE, on va avoir des problèmes de steppage, on va avoir des problèmes d'instabilité. Alors, je voudrais un petit peu finir là-dessus, parce qu'on parle de la marche, mais on va parler aussi de la commande motrice, et c'est intéressant de le savoir. C'est déjà, lorsqu'on veut commencer à marcher, ça se passe au niveau du thalamus et du système limbique. C'est-à-dire qu'on va devoir avoir cette envie de faire un mouvement. Avec le cortex associatif, il va donner l'idée. Une fois que l'idée est appropriée au schéma schéma moteur qu'on a déjà appris, il va y avoir une planification. C'est le cortex associatif et puis le noyau gris qui vont planifier ce mouvement. Ensuite, ils vont le donner au cortex moteur, qui va avoir, lui, la charge avec le cervelet de trouver la voie pour pouvoir donner cette information, et par la voie pyramidale,
par le système nerveux central jusqu'au muscle via le système nerveux périphérique. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que la marche, vous vous êtes déjà dit, tiens, ben, je marche, mais on ne réfléchit pas. Hein, on n'est pas tout le temps en train de se dire, tiens, il faut que je m'équilibre et tout ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un système générateur rythmique centraux qui se trouve au niveau de la moelle épinière, au niveau lombaire. Et c'est les générateurs spinaux de la locomotion, ce qu'on appelle souvent, si vous vous intéressez un petit peu à ça, c'est le centre pattern générateur qui va se déclencher. En fin de compte, c'est une automatisation de la marche qui va se faire à ce niveau-là. Et ce central pattern générateur va engendrer un mécanisme, des neurones qu'on appelle les patrons moteurs ou moteurs patterns, ce qu'on entend souvent dans la littérature, qui vont automatiser cette marche. Et en fin de compte, il va y avoir une relation entre les patterns et le centre générateur spinaux, avec directement le cervelet via le système nerveux central et qui va réguler en libérant le cerveau. C'est pour ça que vous pouvez marcher et parler en même temps sans problème. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a des gens, voilà, lorsque les gens marchent et quand ils parlent, ils sont obligés de s'arrêter, c'est qu'on a un problème sur l'équilibre. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la marche est un moyen de locomotion et d'activité physique universelle. Merci de votre attention.